Hugo Clément, bonjour. Il y a donc aussi des citadins qui se font plaisir en déchargeant leurs fusils dans les campagnes. S'agissant des faisans des perdrix, ils ont été exterminés quasiment par les chasseurs. Chaque être a le droit d'être et de vivre dans sa nature sans être pourchassé, sans être tué. On n'est plus au 15e siècle. Vous jouissez de la souffrance de l'animal, vous prononcez le mot on joue, vous jubilez de la souffrance des animaux. La chasse à courre est une hérésie qui remonte à des siècles. Un chasseur ne tue pas pour manger, c'est faux. Un chasseur tue pour le plaisir de tuer. Ça tire à 150 mètres de la maison, donc effectivement vous ne pouvez pas sortir. Bon, je vais faire vite, je sais pourquoi t'es ici. Soit t'es un passionné, soit t'es un type qui observe ça de loin et qui a compris qu'il tombait sur une des rares vidéos qui traiterait sérieusement du sujet. Que ce soit dans la presse, sur les plateaux télé et plus généralement au sein de l'opinion publique, tu te demandes comment une pratique vieille comme l'histoire de l'homme a subitement été diabolisée, pointée du doigt, si bien qu'il devient presque immoral, bof, voire dissident de se proclamer défenseur, voire pire, pratiquant. Dans l'actu, une abondance de drames relayés dans tous les journaux. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant les pires atrocités. Personne ne chasse pour se nourrir. Le but, c'est simplement de torturer un cerf ou un sanglier. Jusqu'aux caricatures dénigrantes et mal dessinées, constamment saupoudrées de commentaires créant à la pratique d'un autre âge et à la cruauté de tuer d'innocents animaux. Et au fur et à mesure, soit tu t'es mis à avoir la nausée à force d'avaler cette soupe qu'on te sert matin et soir, à peu près partout et même relayée par des personnalités publiques, ou bien tout simplement, à force d'attendre ces discours sans contrebalancier de l'autre côté, t'as fini par croire une partie des mensonges diffusés. L'insécurité en forêt pour les promeneurs, la nature chamboulée, détériorée, voire décimée de toute vie par ces hommes et leurs fusils, ou encore la pratique à court. On va prendre chacune de ces idées reçues et une par une, les démonter avec des sources détaillées, tout ça avec l'accent d'en bas et un micro bon marché, pour mettre un terme définitif aux mensonges qui courent sur ce sujet très largement, voire volontairement occulté. Que tu sois défenseur de nos terroirs, pratiquant affirmé, ou même un fervent opposant qui aurait l'honnêteté de regarder cette vidéo, accroche-toi bien car là on s'attaque à un joli morceau. On va rétablir la vérité autour d'un sujet, la chasse. C'est pas ça qui est mal. Ce qui est mal, c'est que en fait cette vision du monde, elle est en train de détruire les principaux concernés qui sont les animaux, qui sont des victimes innocentes qui n'ont commis aucun crime. S'agissant des faisans des perdrix, ils ont été exterminés quasiment par les chasseurs. On est à la 6e extinction de masse des espèces sauvages. Vous tuez des espèces sauvages, quel est votre projet? En 1995 sort ceci, le fameux sketch des inconnus qui parodie un groupe de chasseurs avec des scènes et des dialogues aujourd'hui devenus mythiques. Le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. C'est simple, il s'agit d'un de leurs sketchs les plus vus sur YouTube, avec quasiment 15 millions de vues, et bien sûr il faut foncer le regarder. Si j'introduis la vidéo en te parlant de ça, c'est qu'il sert à tort de portrait de base, que ce soit dressé par une partie des gens, voire par certains médias qui vont jusqu'à le qualifier d'encore d'actualité. Alors que c'est une parodie assumée venant d'un Didier Bourdon très sensible au milieu de la chasse, comme en témoignent ses interviews. Et tu l'observes toi-même, l'image du chasseur au nez rouge qui dézingue tout ce qui bouge, c'est un cliché qu'on a plus ou moins intériorisé. Je le redis encore une fois, le sketch est hilarant et fait rire 99% des chasseurs. Mais il a néanmoins planté les bases d'une caricature qui sert aujourd'hui d'homme de paille, aujourd'hui utilisée par les détracteurs de la chasse comme solution de facilité. La souffrance animale, en fait, tu t'en bats la bite sur la table. T'as bien mangé là, je te le dis. Ah, j'ai déjà faim. C'est donc le moment de poser quelques bases. Déjà, pendant une partie de chasse, tu pars pas avec un fusil aléatoire pour te planter et tirer sur le premier buisson qui bouge en attendant de voir si ça vole ou si ça court. Non, tu pars déjà en sachant ce que tu vas chasser, tu t'équipes comme il se doit au niveau du type de fusil, du type de munitions, des accessoires, etc. Et une fois lancé, tu n'es là pour t'occuper que ce que tu as choisi de chasser. Concrètement, si t'es parti à la palombe, si au loin t'aperçois un chevreuil, ben t'y touches pas, t'es pas là pour ça. Et avec ces bases-là, déjà, tu comprends qu'on chasse pas comme dans Predator, on tire pas au hasard sur chaque machin qu'on croise en espérant toucher. Tout est compté et calculé. Et cette notion-là est vraiment primordiale pour comprendre la suite. Car bien sûr, tu ne touches pas à tout ce que tu veux et encore moins dans des quantités aléatoires. Pour commencer, dans toutes les espèces qui peuplent la forêt, tu as des espèces chassables et des espèces non chassables. Ces dernières, je te laisse deviner, t'as pas le droit d'y toucher sous aucun prétexte. Pour la grande majorité, il s'agit d'oiseaux classés espèces protégées. Et crois-moi, l'accent est particulièrement mis dessus lors du permis de chasser. Que ce soit pendant les questions théoriques que lors de l'examen pratique, où tu ne dois pas faire un geste quand les assiettes d'argile orange représentant les espèces protégées sont tirées. Il y a une haie, surtout on voit pas ce qui se passe, surtout on ne bouge pas, on ne tire pas. Et un plateau qui va partir devant vous très très haut qu'on peut tirer en toute sécurité.
Rien que là, j'espère t'avoir enlevé du crâne l'image du méchant chasseur qui tire à vue même sur les espèces protégées pour pouvoir ensuite empailler au-dessus de la cheminée. Alors certains peuvent s'y amuser, par contre faudra assumer les conséquences juridiques derrière. Et si malgré ça j'envoie lever le dos en disant ouais j'ai déjà vu un chasseur tirer sur une espèce protégée, félicitations mon grand, t'es tombé en plein sirène braconnier. Les premiers que les chasseurs souhaitent dégager, vu que ces blaireaux nuisent déjà à la biodiversité et également à l'image générale de la chasse. Pour t'en rendre compte, imagine tu ramènes ton pote au milieu d'une soirée posée, et au bout de 2-3 whisky coca mal dosés, il se met à s'exciter, à tout renverser et à vouloir se pamper avec les invités. Crois-moi, t'auras sacrément envie de le dégager et tu seras peut-être même le premier à le gaufrer. C'est une petite analogie pour te faire rendre compte que nous non plus, on peut pas s'y cogner. Et on le verra dans la vidéo, mais ils sont à l'origine de beaucoup de comportements problématiques qu'on assimile à tort aux chasseurs. C'est du pain béni pour les détracteurs ça. Bon bref, revenons à notre nature décimée. Dans les espèces chassables, soit environ 90 en France, là c'est pareil, tu fais pas les choses à ta guise. Pour chaque espèce, des quotas sont fixés par les ministères chargés de la chasse et elles sont plus ciblées par les préfectures. Justement pour respecter la biodiversité de chaque région et département, dans une logique de gestion adaptative. Et ce terme-là, gestion adaptative, il faut bien se le mettre au fond du crâne. L'objectif, c'est que la chasse n'ait aucun impact négatif sur la biodiversité et les écosystèmes. Justement avec cette histoire de quotas d'animaux pouvant être chassés suivant les espèces et les zones données. Tout ça, c'est étudié très sérieusement, notamment par des organismes comme l'OFB, un organisme d'État, avec un recensement effectué en hiver et lors de la fermeture de la chasse, qui serviront ensuite à établir les quotas de l'année suivante. C'est d'ailleurs une obligation pour les chasseurs de recenser l'état des populations, afin qu'encore une fois, la pratique n'influence pas les effectifs des espèces chassées. Et alors me dis pas, oui c'est facile, c'est ceux qui le font. Alors contrairement aux bus de 120 kg qui s'autoproclament en bonne santé, là pour le coup, t'as des avis extérieurs qui rentrent en jeu. On a parlé de l'OFB qui faisait le boulot, mais également plusieurs autres acteurs, afin que les données soient croisées et les plus précises possibles. On identifie déjà l'espèce, l'âge, le sexe, et après si on a la possibilité, on fait des mesures biométriques sur les oiseaux. Et pour certaines espèces, tu as également des plans de chasse établis, qui fixent le nombre maximum et minimum d'animaux à chasser sur une zone donnée. Oui, j'ai bien dit minimum, je vais t'expliquer avant que tu t'endormes, car là on est à peine à la première partie. Je te prends l'exemple du sanglier. Pour ceux qui n'en ont jamais croisé, la bestiole ressemble à ça. Une espèce de tank poilu aussi solide que Chaval à son prime, et qui bronche pas quand une Clio 2 lancée à 80 km/h lui rentre plein fer dedans. Bref, ces engins vivent dans la forêt, comme beaucoup d'autres animaux, et comme dans tous les milieux, il faut un certain équilibre pour pouvoir pérenniser correctement. Je dirais qu'une fois, car c'est un enfer à prononcer, mais pour le milieu de la forêt, on appelle ça l'équilibre sylvo-synégétique. Un équilibre entre le développement de la faune sauvage et le bon renouvellement des forêts. Le truc, c'est que ces derniers temps, les sangliers ont fait un peu comme tes grands-parents pendant l'après-guerre, une espèce de baby-boom puissance 1000, vu que les populations ont quasiment été multipliées par 20 depuis les années 70. Et le passe-temps de ces camions sauvages, c'est de mettre le nez à peu près partout, et finir par tout retourner sur leur passage. Et bien justement, sur leur fameux passage, au sein des forêts, t'as justement des jeunes pousses et des petits arbres qui mangent ou qui mettent hors du sol en grattant, les empêchant donc de pousser et de renouveler la dite forêt. Et alors quand t'en as quelques-uns, ça va, sauf qu'en ce moment en France, il y en a plus d'1 million suivant les estimations. Leur prolifération, ainsi que celle d'autres ungulés comme le chevreuil, nuit donc à l'équilibre des forêts et leur capacité à se renouveler. Et encore une fois, c'est une info qui vient de l'Office national des forêts, un autre organisme d'État. Sans parler qu'en bonus, ça peut causer la propagation de certaines maladies, comme celle d'Ogeski, qui peuvent semer un véritable chaos dans les élevages. Et là, je parle de transmission naturelle, n'est-ce pas? Sans parler des dégâts occasionnés sur les cultures, mais ça t'en fait pas, on aura l'occasion d'en reparler. Alors oui, bien sûr, on peut parler de la cause de tout ça. Il s'agit d'une espèce qui a été réintroduite dans les années 60 dans les forêts françaises, car les effectifs s'étaient complètement effondrés. Et depuis, leur prolifération est devenue hors de contrôle, tout simplement car ces dodus ont lancé le jeu de la vie en mode facile dans nos campagnes françaises. Entre les espaces forestiers gigantesques, la nourriture à volonté avec les hectares de champs de maïs, des hivers plus doux, donc des portées plus nombreuses et parfois plus fréquentes, et le tout sans vraiment avoir de prédateurs naturels, là autant te dire que t'as le cocktail parfait. Tout ça c'était pour te montrer que oui, pour certaines espèces, il est très important voire primordial de les réguler, vu que sans prédateurs, c'est pas en les stérilisant que la forêt va se réguler. Je parle 2 secondes de ça, mais sincèrement comment tu t'y prends? Tu sèmes de la bouffe avec des agents stérilisants? Ah mais putain c'est naturel ça, tiens. Moi j'ai une autre idée par exemple. On envoie les gonzes par groupe de 2, il y en a un qui lui tient la queue et l'autre qui lui taille les grelots. C'est plus naturel qu'empoisonner leur bouffe, non? Et en ce qui concerne le reste, ne t'en fais surtout pas pour les populations de gibier chassé. Si t'as bien écouté, il y a des quotas bien définis pour assurer leur pérennité, et je t'ai même trouvé une étude qui montre que sur les populations d'oiseaux, quand c'est bien fait et que les quotas sont respectés, il n'y avait aucun impact négatif sur leur effectif et sur la biodiversité, au contraire même. Et si aujourd'hui certaines populations d'animaux sauvages sont décimées, ou du moins en situation de danger, ce n'est certainement pas à cause de la chasse qui elle est contrôlée, mais bien des facteurs comme la pollution malheureusement, la prédation, celle dite sauvage par les renards ou les loups, mais également celle amenée par de nouveaux prédateurs comme le chat, parfois pointé du doigt comme un des responsables de la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Oui, le même qui vient chier sur ton paillasol. Et en fait globalement tout ce qui est relié à l'activité humaine. Tiens regarde, je te prends l'exemple du lièvre, qui a vu sa population dégringoler ces dernières
dernières années. Des types ont voulu s'y pencher et ont commencé à leur attacher des GPS pour savoir pourquoi ils se faisaient autant bolosser, et ainsi déterminer les causes de leur mort en temps réel. Et il est effectivement ressorti que dans la plupart des cas, il s'agissait de la prédation, puis viennent ensuite les collisions routières, et pour finir, les maladies. Et pour terminer, la chasse, c'est moins de 40 animaux tués par an. Et encore, je te prends une fourchette hyper large. Tu veux qu'on s'amuse à compter le nombre de volailles qui finissent dans les sacs à dos de vos Uber Eats, là? Que vous payez 2 fois le prix de poulet fermier, tout ça pour vous retrouver avec des espèces de machins avec 50% de chapelure dessus. Bon allez, on va conclure cette partie vu que là je suis lancé et qu'on doit avancer. L'argument du chasseur pourfendeur de mère nature et responsable de la 6ème extinction de masse est complètement faux. Bien souvent tiré d'une caricature qu'on aime bien en faire. La Palombière, c'est pas un film de Schwarzy. Des organismes sérieux et externes veillent à ce que la chasse n'infuse pas les populations des animaux chassés, que ce soit avec les quotas comme on a vu, mais également les plans de chasse avec l'histoire du nombre maximum et minimum d'animaux à prélever chaque année, pour assurer convenablement l'équilibre des forêts. Les exemples et les études menées montrent bien que la chasse n'a aucun impact négatif et peut même s'avérer utile dans cette optique de régulation, bien plus que la castration en tout cas, et que les facteurs comme la pollution et plus généralement l'urbanisation impactent beaucoup plus la forêt et sa biodiversité que les coups de fusil tirés. Mais bon, de toute façon, tout ce que je viens de te dire, c'est qu'un mirage, vu que finalement, ce sont les chasseurs qui élèvent et donc fabriquent le gibier. Les chasseurs, en fait, ont tout intérêt à que la quantité de sanglier ne diminue pas. Ils sont très contents qu'on fasse appel à eux et qu'on leur demande de flinguer le maximum de sangliers. La moitié des animaux qui sont tués à la chasse, qui sont élevés pour être lâchés, pour servir de cible vivante. Agrénage, élevage illégaux, croisement volontaire, modification génétique, repeuplement. 77 millions d'euros, ça correspond à quoi d'après toi? Si tu l'as, tant mieux, sinon cogite un peu, je vais t'expliquer d'où ça vient. Il y a un argument qu'on entend beaucoup, c'est que les chasseurs élèvent le gibier pour ensuite le relâcher et avoir de quoi tirer. En gros, ce seraient des espèces d'usines à cible vivante, faisant des lâchers le matin, histoire d'avoir des trucs qui tombent après la détonation plus tard. Où c'est qu'on les met là? Allez. Là, regarde, t'as une grande association qui prétend défendre les animaux et qui, au lieu de s'occuper de ses affaires internes et des accusations de détournement de fonds de sa présidente, vers sa boîte de production qui a soudainement arrêté de rendre public ses comptes, préfère nous expliquer que la plupart des sangliers abattus lors de la chasse proviennent en réalité d'élevage. Et là, on va voir si t'as la mémoire grêlée et si t'as retenu ce qu'on disait sur les sangliers dans la partie précédente. Ces bulldozers de 100 kg ont récemment découvert les joies des buffets à volonté, qui ouvrent ses portes pendant la période estivale. Je parle bien sûr des champs de culture, notamment le maïs, dont ces bestioles raffolent. Donc comme toi, quand il s'agit de prendre d'assaut le Royal Buffet le soir où t'as rien mangé, les sangliers, c'est le même massacre. Le souci, c'est que quand tu mets ces hardes au milieu d'un champ de maïs avec supplément je retourne tout sur mon passage, histoire de rien gaspiller, tu te retrouves souvent avec des parcelles complètement retournées. Les photos que je te mets là, ce sont des exemples des dégâts qui peuvent être faits sur des champs et autres infrastructures rurales. Et si t'essaies de relativiser à base de « oh ça va, ils ont juste abîmé de la boue et de l'herbe quoi », je tiens à te rappeler que le maïs, il a pas été planté pendant une partie de Hay-Day, mais il s'agit littéralement du boulot à plein temps d'un paysan, et surtout de ses rentrées d'argent. Autrement dit, une fois que notre poteau de 100 kg est passé par là, tous les dégâts occasionnés sont un monstrueux manque à gagner. Je pense que t'as pas besoin d'essai, mais c'est littéralement comme si t'étais boulanger, tu remarques qu'une bande de petits gros est venue te piquer les chocolatines. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et t'attaques la journée avec ça de moins à vendre, et donc à gagner. Et retiens bien le chiffre de départ, car notre agriculteur, s'il veut pas crever, il faut bien qu'il soit dédommagé. Et qui c'est qui s'en charge à ton avis? Jean Lassalle? Les associations gavées? Une cagnotte Vaquita peut-être? Bravo si tu l'avais, il s'agit des fédérations de chasseurs. Elles prennent en compte la grande majorité des dégâts occasionnés par le grand gibier sur les récoltes. Et alors là, tiens-toi bien, car pour une année comme 2019, les fédérations de chasse ont dédommagé à hauteur de 77 millions d'euros les agriculteurs suite aux dégâts du grand gibier. Un tel montant sur les épaules que certaines fédérations n'avaient même pas les fonds pour payer. Et là, je te parle d'une année en particulier, mais pour les autres, t'inquiète, ils ont été aussi gâtés. Donc maintenant, je vais tout faire pour rester calme, mais vous allez quand même m'expliquer pourquoi des chasseurs qui cassent à tirelire à hauteur de dizaines de millions d'euros auraient intérêt à relâcher du grand gibier comme le sanglier. Ce serait quoi leur intérêt d'aller en élever, les relâcher dans la forêt pour ensuite se les retrouver dans le champ du voisin et devoir payer les indemnités? C'est comme si t'avais un club de foot qui à chaque match organisait des bus de supporters pour faire venir les hooligans des autres clubs afin que ces derniers foutent le bordel en tribune. Donc maintenant tu commences à avoir la supercherie quand on entend des trucs comme ça. Et voici un autre élevage de sangliers pour la chasse sur le même principe que le premier. Les élevages comme ça, il y en a un petit peu partout en France. Qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, les chasseurs n'élèvent et ne relâchent pas les sangliers pour les tuer. Les élevages de sangliers existants, c'est ceux que tu vas retrouver dans tes pâtés ou tes charcuteries, et ils seront en aucun cas relâchés. Et les vidéos désastreuses où tu vois des lâchers de sangliers sont soit sorties de leur contexte, ou tout simplement issues de braconniers. Les chasseurs ont tout intérêt de réguler et au moins de maintenir les sangliers le plus loin possible des zones agricoles. Et c'est là où on va exposer une bonne fois pour toutes le fameux argument de oui, les chasseurs nourrissent les sangliers, comme l'affirment d'ailleurs certains experts de la nature. Un bidon suspendu à un arbre dans la forêt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du maïs?
En dessous, il y a un trou pour que le grain tombe pour nourrir des sangliers. C'est mis en place par des chasseurs pour que les sangliers soient bien nourris, bien choyés, bien dorlotés, pour pouvoir être bien tués, pour pouvoir bien s'amuser. C'est la chasse. Ce que tu vois là et les espèces de tas de maïs que tu peux croiser en forêt, c'est une pratique qui s'appelle l'agrainage. Elle suit un ensemble de règles très strictes et cela vise simplement à maintenir les populations de sangliers au sein de la forêt et éviter qu'ils n'aillent faire des descentes dans les champs de maïs du coin. Bien évidemment, les tirs sont interdits autour, donc aucune volonté de les attirer pour ensuite faire un carton. Et cela reste une méthode pas si efficace que ça d'ailleurs, mais qui limite comme elle peut les intrusions de ces racailles des forêts dans les champs de nos paysans français. Bon et après ça, il y a un autre sujet à démanteler et d'ailleurs, on va réécouter Jean SVT. Aujourd'hui, un animal sur 4 qui est tué à la chasse, il provient d'un élevage. Je veux dire, elle est où la régulation là ? Maintenant qu'on a bailli les énormités sur les lâchers de sangliers, il est temps de se pencher sur le petit gibier. Et crois-moi, on est bien loin de la scène des galinettes cendrées. Oui, il y a des lâchers de petits gibiers, comme le faisan ou le lièvre par exemple. Ces lâchers ont pour but de repeupler certaines zones avec le fameux gibier, dans des endroits où ils ont été raréfiés. Des gibiers qui ont pu être chassés, mais comme on l'a vu juste avant, la plupart qui ont simplement été victimes de la prédation des renards, des fouines ou autres prédateurs en tout genre. Et oui, dans la nature, il n'y a pas de date d'ouverture, hein. Le loup il chasse à l'année lui. Pour rappel, on a vu dans une partie précédente que la chasse calculée n'avait aucun impact sur les effectifs concernés et ces lâchers ne sont donc pas là pour combler les pertes dues à des animaux tués pendant la chasse, mais comme j'ai dit il y a littéralement 5 secondes, pallier les aléas d'une nature déséquilibrée et grandement perturbée par la modification des milieux. Moins de haies, des zones polluées, des sources de nourriture raréfiées avec la disparition dans plusieurs zones de certains insectes. Donc bien sûr, certains de ces gibiers seront abattus lors de la saison de la chasse, mais le but derrière ça, ce n'est pas de produire le nombre suffisant de cibles vivantes, mais bien de conserver les espèces en analysant les populations pour ainsi assurer une pérennité. Mais bon, il faut savoir être honnête, et là je vais lâcher du lest. Oui, il existe des chasses en enclos, dans des zones privées plus ou moins restreintes, et où on va pas se cacher, t'es quasiment sûr de ne pas rentrer bredouille. Pareil pour les lâchers de petits gibiers, qui sont lâchés le matin pour être prélevés quelques heures après. C'est pas du tout ce qui est majoritaire, mais ça existe. Le truc c'est que mon jugement moral n'apporterait absolument rien, même si j'ai mon avis sur la pratique. Dans les faits, cela permet de financer les différents travaux menés, et n'oublions pas que la chasse a une balance largement bénéficiaire, vu que la valeur ajoutée de la chasse à l'économie nationale est de plus de 1 milliard d'euros. Et oui, et contrairement à certains qu'on gorge de subventions publiques, la chasse est une activité qui rapporte chaque année. Bref, il s'agit d'un débat qui divise même au sein des chasseurs eux-mêmes que je trouvais honnête de souligner. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est de résumer la chasse à cette pratique. Pensez que quand on parle des fameux un animal chassé sur 4 est issu d'un élevage, on parle des méthodes des chasseurs du bouchonnois, alors que ça signifie seulement que le gibier est né en captivité, dans des conditions qui reproduisent son espace sauvage, pour qu'ensuite, lorsqu'il soit relâché, il se développe dans la nature, voire ensuite se reproduisent, et que ces lâchers ne font pas suite à une surchasse, mais bien par les lois de la nature, la modification et la pollution des milieux, sans parler des booms que t'entends sur le côté de la voiture quand tu roules de nuit en forêt, soit un trou sur une route mal entretenue, soit un faisan qui traversait en dehors des clous, vu que dans son code génétique, il n'était pas prévu d'esquiver des 208 qui roulent plein phare sur des routes goudronnées. Donc pour conclure, non, les chasseurs ne fabriquent pas le gibier. Soit il s'agit d'actions de repeuplement, vu qu'ils ont l'air un peu plus actifs dans le maintien des effectifs de la faune sauvage que les soi-disant spécialistes qui font tous les plateaux télé, sans parler du délire autour des lâchers de sangliers et de la stupidité que serait remettre des sous dans la machine qui fait débourser chaque année des millions d'euros aux chasseurs pour réparer les dégâts occasionnés. Le relâchement du petit gibier ne correspond pas à une usine à cible vivante, mais encore une fois à rendre à la nature une part d'équilibre et maintenir des populations décentes, tout ça encore une fois aux frais des fédérations de chasseurs. Mais bon, toute cette pollution dont on parle depuis tout à l'heure, là aussi mes amis, on est attendu car c'est bien connu, la chasse ça pollue. Les chasseurs se vident les douilles, qui est contrepétrie, mais ils ne ramassent pas les douilles. 8000 tonnes, c'est la quantité de plomb que les chasseurs français tirent chaque année dans la nature. La terre est criblée de plomb, ce qui provoque une maladie qui s'appelle le saturnisme. La chasse, ça pollue la forêt. Ça cause des maladies du sol qui entraînent le jaunissement des feuilles et le non-renouvellement des régions boisées. Les arbres sont obligés de pousser au milieu du plastique et les bois prennent feu tour à cause des tirs. Enfin, du frottement des bottes sur... Ah non, pardon, excusez-moi. Tout ça, c'est pour le compte des gigas industriels et des produits chimiques transportés par la pluie, voire directement déversés à proximité, sans parler de certains fonds de capote soi-disant proches de la nature, sauf quand il s'agit de ramasser les emballages de sandwich triangle ou de ne pas écraser leurs mégots au milieu des aiguilles de pain. Bref, désolé, on a digressé, zoomons sur les chasseurs. Sans tout le reste, on leur reproche la pollution au plomb qui proviendrait des tirs, des milliers de tonnes déversées dans la nature, qui causerait des maladies à la faune qui pourrait l'ingérer, et ainsi bel et bien mettre à mal les écosystèmes. Alors, y a
pas mal de trucs à dire. D'abord, le saturnisme, c'est bien une intoxication au plomb due à l'ingestion de celui-ci. Déjà que c'est pas terrible pour les humains, ça peut aussi arriver aux oiseaux qui gobent le plomb en pensant que c'est des gravillons qui leur sert à digérer. Et à la chasse, effectivement, certaines munitions contiennent des billes de plomb qui peuvent ensuite se retrouver dans la nature une fois tirées. Mais il y a énormément de nuances à faire à ce sujet. Déjà, le plomb est drastiquement utilisé à la chasse ces dernières années, justement après la prise en compte de ces problématiques. En 2023, par exemple, il a été interdit de chasser au plomb dans les zones humides et à proximité. Et oui, début 2023 même. L'extrait que t'as entendu juste avant date d'avril de la même année. Suffisait juste de se renseigner un peu. Un minimum de sérieux quoi, putain Laurent. En prenant ça en compte, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths spé pour anticiper que les chiffres décrits dans les rapports de l'OFB sur les plombs de chasse retrouvés dans la nature sera nettement moins élevé les prochaines années. Après, franchement, il s'agit de spéculations basées sur de la pure logique. C'est toujours bon de rappeler, on verra quand les chiffres sortiront, mais c'est toujours plus fiable que ce qu'on entend parfois au sujet du plomb. C'est une pollution directe, la chasse. Je vais vous donner l'exemple de la Camargue, qui est une zone naturelle de protection et dans laquelle on a retrouvé 2 millions de tonnes de plomb. 2 millions de tonnes de plomb. J'ai vérifié le cours du plomb et au 28 mars, il est à 2155 € la tonne. Le sous-sol de Camargue recèle 4 milliards 310 millions d'euros de plomb. Oh là, laisse tomber, on gonfle les chiffres quitte à ce qui n'ait aucun sens. Mais vu que nous on doit avancer, je vais laisser répondre Richard sur Terre qui lui de son côté avait déjà fait le boulot. C'est que l'Office français de la biodiversité, toujours organisme d'État, je le rappelle, estime que la chasse en France c'est environ 2500 tonnes de plomb par an. Pour toute la France. Alors en gros, pour qu'on atteigne les 2 millions de tonnes par an en France, faudrait chasser pendant 800 ans. Bref, c'est bien beau de dépeindre les chasseurs comme de grands pollueurs, en omettant volontairement ou non les efforts faits pour limiter leur impact sur les forêts. Et tout ça au sacrifice d'une grande partie de leurs effectifs. Vu que l'interdiction au plomb dans ces zones vient à grandement s'adapter, notamment au niveau de l'équipement, ce qui revient à être très sévèrement facturé. C'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières, mais pour bien que tu te rendes compte que les actions sont fortes et concrètes et qu'elles pèsent réellement dans la balance. Pour le reste, bon, les balles pour le grand gibier, c'est du laiton, le même matériau utilisé pour certains bijoux, beaucoup moins nocif que le plomb. Et alors on parle aussi des douilles. Les chasseurs se vident les douilles dans la forêt, ne ramassent pas derrière, enfin bref, t'as écouté l'extrait. Alors ok, mais c'est basé sur quoi en fait? Ramasser les douilles, ça fait partie d'une des règles primordiales lorsque tu passes ton permis de chasser. Non seulement on te le dit à l'oral, mais surtout t'as sacrément intérêt à aller les chercher après l'épreuve de tir, même planqué au fond d'un buisson. Si tu veux pas revivre le remake du sergent Hartman. C'est pareil pour les munitions en laiton d'ailleurs. Elles sont éjectées de la carabine, et on te met bien dans le crâne qu'il faut aller les ramasser, et en toute sécurité bien sûr. Et surtout ce qui est top, c'est que les étuis peuvent être recyclés. Putain, mais donnez-nous le label, ça déconne. Et alors qu'on me sorte pas le faux argument de oui, un jour j'en ai trouvé en forêt. La forêt, t'en fais pas, j'y suis assez dedans. Et crois-moi, au niveau déchets plastiques, je trouve davantage d'emballages de gros porcs, de canettes de Coca Zéro, de types qui veulent se donner une bonne conscience, sans oublier les produits électroménagers dont certains fans de race viennent se débarrasser. Je croise beaucoup plus ça que de pauvres étuis qui pourraient traîner. Tiens, regarde, ça c'est les arbres d'une forêt des Vosges qui doivent pousser au milieu des bouteilles plastiques, qu'a balancé le géant Nestlé, qui venait pendant plus de 20 ans déverser les évendus par camion entier. Et crois-moi, c'est loin d'être les seuls dans ce cas-là. T'agiras beaucoup plus pour le bien-être des forêts en arrêtant de racheter leurs bouteilles de 50 centilitres aromatisées à la fraise, plutôt qu'en t'en prenant aux chasseurs et à leurs fameux étuis qui seraient pas ramassés. Ça fait 15 minutes que je t'explique que les chasseurs apportent énormément aux écosystèmes, en les régulant, en finançant des études et avec des actions d'envergure d'aménagement du territoire, sans compter les opérations qui peuvent paraître bénignes mais qui servent réellement à préserver l'environnement. Et je te le dis honnêtement, ils ont tout intérêt à préserver l'environnement s'ils veulent que le gibier chassé soit en bonne santé. Donc encore une fois, l'argument du chasseur qui serait le grand responsable de la pollution des forêts est une extrapolation totalement démesurée. Les efforts et les actions concrètes prouvent le contraire, et si tu cherches de vrais responsables, je te conseille d'aller toquer à la porte des industriels qui prennent la forêt comme poubelle, les produits chimiques souvent transportés par la pluie, ou encore certains randonneurs du dimanche, bien contents de se promener dans la nature pour faire 2-3 photos Instagram, mais bon, faudrait pas non plus s'encombrer d'un sac poubelle quoi. Autant se délester et laisser le sol se débrouiller, c'est la nature après tout hein. Un emballage de paquets chips ça met quoi, 400, 500 ans à se dégrader? Ça va franchement quoi. Bon allez, là j'espère que t'es sévèrement accroché. Comme Frank Ropers, on va viser les points vitaux, sauf que là, avec des méthodes qui marchent vraiment, voyez un peu les risques que t'encours en tant que promeneur si tu te balades dans la forêt. Ouais, le samedi matin, le dimanche matin, ça tire à 150 mètres de la maison, donc effectivement vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas avoir accès à la nature, ça ressemble à un massacre en fait. Ils viennent tirer, ils viennent chasser, fusil à l'épaule ou carrément au poing le long des jardins. On a l'impression des fois d'être dans un pays en guerre. Bon, je pense qu'on s'attaque en ce moment même au nerf le plus sensible du sujet. C'est la corde sur laquelle beaucoup adorent tirer, je parle bien sûr de l'insécurité. Chaque accident est surmédiatisé. Ils font non seulement la une des articles, mais sont ensuite repris quasiment à l'identique par l'ensemble de la presse, simulant un espèce d'effet de masse avec l'illusion
l'impression que chaque jour, un drame se passe. Il suffit même d'entendre certaines personnes dans les conversations. Les gens rebondissent souvent sur ces affirmations, en soulignant qu'il y a de plus en plus d'accidents, qu'ils n'osent plus approcher les bois par peur de prendre une balle perdue. Et il n'y a qu'à se pencher sur les sondages, certes très orientés, mais pour se rendre compte que cette inondation marche très bien. Bref, on peut plus se promener en forêt, les chasseurs tirent comme Stallone quand ils voient un buisson bouger, et ils prennent les vélos pour des sangliers. Alors là, comme Skarbowski, on va y aller sans s'échauffer, car il est temps que ce mythe de l'insécurité autour de la pratique prenne une bonne fois pour toutes une bonne branlée. Ces dernières années, les accidents de chasse n'ont jamais été aussi rares, et sont en véritable chute libre depuis 20 ans. C'est ce que tu vois sur le graphique qui s'affiche à l'instant. Et à partir de cette donnée, je te promets qu'il y a encore plein de choses à creuser. Déjà, ça remet grandement en perspective les articles qui te disent que les accidents ont explosé sur une année, comme si on assistait à quelque chose d'inédit, alors qu'en réalité, ils sont quasiment au même niveau que l'année précédente, et toujours en baisse de plus de 40% depuis 20 ans. En plus de ça, on observe la même tendance sur le nombre d'accidents mortels par saison, qui non seulement, encore une fois, sont en chute libre, mais qui s'élèvent en plus de ça au nombre inimaginable de 6. Alors, m'attrape pas de suite, chaque accident et chaque mort en est un de trop, et rends-toi compte que non seulement on est loin d'une pratique qui impliquerait un haut danger mortel, mais qu'en plus de ça, quand tu regardes la saison dernière par exemple, 100% de ces décès concernaient uniquement les chasseurs eux-mêmes. Il n'y a pas eu une seule victime mortelle qui serait des promeneurs ou un cueilleur de champignons. Et même dans les accidents, les chasseurs sont surreprésentés, comme tu peux le voir sur ce graphique de l'OFB encore une fois, qui correspond à une moyenne depuis 20 ans. Les accidents sont en chute libre et concernent donc très peu les non-chasseurs. Cela souligne une mauvaise foi, voire une part de malhonnêteté de certains médias, ou même de certaines personnalités qui brandissent la carte de l'insécurité pour les autres utilisateurs de la forêt, pour créer cette espèce de climat suffocant, en te faisant croire que tu as une chance sur deux d'être pris pour un chevreuil en te promenant sur un chemin. D'ailleurs, en observant encore mieux, ce genre d'accident de mauvaise identification correspond à une infime partie de ceux-ci, car pour information, le chasseur identifie avant d'épauler, puis de tirer. Encore une fois, ça c'est au permis de chasser. Et alors, là où c'est intéressant, c'est d'aller au-delà des chiffres, et de se demander pourquoi. Pourquoi un tel recul du nombre d'accidents, notamment collatéraux? Et je t'arrête tout de suite, non, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup moins de pratiquants qu'avant. C'est vrai qu'en France, les effectifs ont sacrément diminué depuis 20 ans. Mais tu te rappelles ce qu'on te disait au lycée? À part si t'étais du genre à te baver sur la manche au fond de la classe, corrélation n'est pas causalité. Et en effet, les effectifs ont diminué. Pourtant, on tire beaucoup plus qu'avant, notamment le grand gibier. Prolifération des sangliers, des cervidés, enfin bref, on en a déjà parlé. Mais surtout, ce qui fait baisser ces accidents, c'est l'accent très aigu mis pendant le permis de chasser sur la sécurité. Et d'ailleurs, tu te rends compte que c'est le point majeur. Le but, c'est pas de savoir si tu vas tout mettre dedans, mais surtout si tu respectes minutieusement les règles de sécurité. Petite anecdote perso, mais quand j'ai passé le mien, je peux te jurer que la mission des instructeurs, c'était de rendre leur patient le plus sécuritaire possible. Et gare si t'étais pas minutieux sur le maniement de l'arme pendant la journée de formation. À ce moment-là, tu te prenais une espèce de discours à la David Goggins. Et tant que tu n'avais pas rentré et maîtrisé parfaitement les maniements et les règles de sécurité, il était hors de question de te mettre un fusil chargé dans les mains. Bref, la sécurité est un point clé et non pas la performance, n'est-ce pas? Là, je m'adresse vraiment à certains qui pensent taper juste en dénonçant soi-disant le fait qu'ils sont allés au permis de chasser, qu'ils l'ont obtenu sans toucher la moindre cible. Alors déjà, pour information, les assiettes que tu dois viser, elles sont beaucoup trop loin. Et en étant un parfait débutant, il te faut vraiment une chance monumentale pour les choper. Et puis même un peu de logique, quoi. Quand tu passes ton permis de conduire, le moniteur il t'enlève pas des points si t'arrives pas à rentrer un créneau lancé à 50 à l'heure avec un grand coup de frein à main calculé. Bref, ça pour le coup j'en ai déjà parlé dans une vidéo, tu peux la voir. Ah mais non en fait tu peux plus, certains se sont vexés. Et là encore c'est pas la peine de me sortir. Oui en Belgique, en Allemagne, la précision est prise en compte. Ah mais super ça, 24 000 chasseurs en Belgique pour 35 accidents. Je te laisse faire le ratio par rapport à nous qui sommes 1 million quand même. Et c'est le même tarif pour tous les autres pays d'Europe. On est un des pays avec le plus de sécurité dans le domaine de la chasse. Angle de tir l'heure débattu, gilet orange, statistiques fréquentes et précises. Donc le dimanche, tu peux te promener tranquillou, ouais. Et si jamais t'en croises un en randonnée, t'en fais pas, ils vont ouvrir leur fusil, te laisser passer. Et alors là, c'est un petit tip ce que je te donne, c'est quasiment secret, tu le gardes pour toi. Et tu peux même leur lancer un bonjour et pourquoi pas discuter avec eux. Et d'ailleurs, j'en profite pour te rappeler, mais la forêt, non, elle n'est pas à tout le monde. La grande majorité des chasses ont lieu sur des terrains privés, détenus par des particuliers, dans lesquels il faut une autorisation pour y entrer et s'y promener. C'est pas non plus nécessaire d'interdire la chasse le dimanche, voire carrément
carrément tout le week-end. Déjà, surprise, les chasseurs bossent aussi, comme toi j'espère, et le dimanche est un créneau commun à tous où ils peuvent exercer leur passion. Et c'est pas la peine de me donner des faux exemples de pays qui l'auraient soi-disant interdit le dimanche, alors que finalement ça ne concerne que certaines espèces. Et oui, il faut pas seulement lire les gros titres. Et de toute façon, pendant 5 minutes, je viens de t'expliquer qu'il y avait très peu de danger et que t'as plus de risques de te faire renverser par un VTT qu'il n'a de chance d'être pris pour un sanglier. Alors non, du coup, les chasseurs ne dézinguent pas autant de cyclistes que de gibier. Les chiffres montrent que le fantasme d'une élimination massive de promeneurs est un mensonge, appuyé par des chiffres historiquement bas et concernant dans la majorité des cas les chasseurs eux-mêmes. Rassure-toi, t'as plus de chances de prendre un carton aux abords d'une forêt par un sanglier que de prendre une bille de plomb. Et pour finir, t'es infiniment plus en sécurité en forêt le dimanche que dans certaines villes passées la nuit tombée. Quand j'étais à Montreuil, etc., j'avais une dégaine beaucoup plus bourge, donc je comprends totalement qu'on m'a agressé, ça c'est entièrement normal. J'espère que t'as compris qu'on jouait volontairement sur un faux effet d'abondance de drame pour nourrir un narratif d'insécurité et qu'il était grand temps de mettre fin à cette idée reçue en rétablissant une vérité chiffrée. Et d'ailleurs, je t'avais promis un deuxième point croustillant. Et alors là, tiens-toi bien car il divise même les chasseurs eux-mêmes. Beaucoup d'idées reçues circulent à ce sujet et honnêtement, j'ai été le premier à y croire. Il est temps de s'y attaquer, ce qui nous permettra d'aborder le sujet controversé du loup. On va parler de la vénerie, autrement appelée la chasse à courre. La chasse à courre doit être absolument interdite. La chasse à courre, oui, ça c'est horrible. C'est une distraction comme ça de bourgeois le dimanche. On sait aujourd'hui avec l'intelligence animale que l'animal effectivement a un stress, il comprend ce qui se passe. Vous vous dites que c'est un jeu que vous j'avais choisi, pas lui. Alors là, on s'attaque à un morceau très épais, criblé d'absolument tous les côtés. Il s'agit de la vénerie ou de la chasse à courre, souvent représentée avec des cavaliers, qui désigne finalement une chasse pratiquée à base de chiens courants, qui vont traquer la proie jusqu'à l'épuisement ou la fuite de cette dernière. On vient d'abord faire le pied, c'est-à-dire repérer le gibier avec des chiens bien calés, puis la meute est amenée sur les lieux, et si l'animal se lève, là, banzai, la chasse est lancée. Et elle se solde soit par un échec, soit par ce qu'on appelle la curée, où une majeure partie, voire la totalité de la viande, est donnée aux chiens. Chasse cruelle, chasse de riches, où les chiens sont complètement maltraités, les idées reçues fusent, et je vais te l'avouer, j'ai été le premier à les penser. Force est de constater que tout ce qu'on entend à ce sujet est complètement faux, et que la vénerie méritait également un chapitre dédié. C'était injuste de la laisser de côté, sachant que beaucoup des arguments avec la chasse dite traditionnelle se rejoignent énormément. On va commencer par s'attaquer par sa soi-disant cruauté. C'est le ressenti que t'as sans doute eu quand je t'ai parlé de chiens qui poursuivaient la proie jusqu'à l'épuisement. En vénerie, les chasses ne se résument pas qu'aux prises. Il arrive fréquemment qu'un équipage ne prenne que 6 chevreuils en une saison. C'est dire le peu d'importance des tableaux de chasse. Pourtant, c'est tout simplement pas pire que dans la nature. Cette chasse est littéralement basée sur les instincts, que ce soit des chiens ou du gibier. Commençons par le chien. Déjà, les races utilisées sont non seulement adaptées à ce type de chasse, et également au gibier chassé. Donc t'as compris qu'on n'admet pas le cocker de ta voisine de palier, mais par exemple pour le petit gibier, on utilisera des beagles, beagle, bagel, fais appel comme tu veux, et des races comme le bleu de Gascogne pour des proies plus costauds. Et vu que t'es pas le seul à avoir des ancêtres, les chiens aussi ont des descendants que sont les loups, que les humains ont progressivement domestiqués afin de devenir, des chiens. Dans la nature, quand le loup a la dalle, il chasse pas en solo. Il ramène toute son équipe et ils vont s'y prendre à plusieurs afin de laisser le moins de chance possible à leur proie. Ils vont l'encercler et dès qu'elle commence à prendre la fuite, là ça donne au top départ. La meute le poursuit et grande surprise, jusqu'à ce que la proie s'échappe ou alors tombe complètement de fatigue. Et dans ce cas-là, pas de curée. Les loups passent à table même si la bestiole respire encore. Bref, une chasse qui fait donc appel aux instincts les plus profonds du chien. Et c'est la même chose concernant la proie. Alors dans la nature, d'accord, il n'y a pas des types qui soufflent dans des corps et des chiens avec des prénoms qui les poursuivent, mais comme on a vu juste avant, ils sont à la merci de gros loups d'éther, et ce depuis la nuit des temps. Et à force, ces animaux ont développé des stratagèmes et des ruses pour leur échapper. C'est le cas du lièvre par exemple, qui trompe ses prédateurs par ses courses. Mais le lièvre est tellement plus subtil. C'est un animal qui aime se dérober, se défiler, ruser, perdre les chiens. Alors, la grande ruse du lièvre pour perdre des chiens, c'est emprunter des voies pierrées ou des goudrons, ou des prairies où il y a eu du fumier écarté dessus, ou des champs où il y a eu de l'engrais, ou passer à travers des troupeaux de moutons, ou passer dans la voie d'autres animaux sauvages tels que renards, sangliers ou chevreuils ou cerfs en grande forêt. Donc ils savent très bien se servir de leur odorat pour déjouer le nez des chiens et l'intelligence de l'homme.
Et d'ailleurs, ça c'est très important de le savoir, et c'est en partie grâce à ces Russes que le gibier, pendant les chasses à courre, s'en sort 3 fois sur 4. Je sais pas si tu te rends compte du pourcentage de survie des proies, 75% de chances de s'en sortir. Donc une chasse basée sur l'instinct des animaux, tant le gibier que le chien, qui les met certes en état de stress, mais qui reste un état naturel chez eux, le même dans lequel ils se retrouvent quand ils sont poursuivis par leurs prédateurs, et des chasses dans lesquelles ils ont 3 chances sur 4 de s'en sortir. Mais bon, malgré tout ça, ça reste une chasse de bourge quand même, non? Pas vraiment, non. La vénerie, c'est une chasse historique en France, qui a connu son apogée sous François Ier. Pour rappel, c'est le roi qui avait pris en 1v1 celui d'Angleterre, et réellement, vu qu'il avait complètement explosé dans un combat de lutte. Ce qui est beau, c'est que certaines règles appliquées à cette époque sont encore d'actualité dans la chasse à courre d'aujourd'hui. Traduction, tu chasses comme le faisait le mec qui mettait des German suplex au roi d'Angleterre. Aujourd'hui, on trouve de tout dans la chasse à courre, de la petite et de la grande vénerie. Et justement, la majorité des équipages concernent la petite vénerie, comme le lièvre ou le renard, et qui ne se font pas à cheval, mais très majoritairement à pied, avec une meute de chiens courants et les chasseurs qui suivent derrière en marchant, couvrant très largement leur dose de 10 000 pas quotidiens. C'est donc pour une grande partie des pratiquants un loisir très accessible et non pas réservé à une élite. Pour te donner une idée, une partie non négligeable des veneurs dépense moins de 1000 € par an pour la chasse à courre, toutes dépenses confondues. C'est beaucoup moins cher que certaines activités comme le golf par exemple, au pif. Bon, et pour finir, les chiens seraient maltraités. Encore une fois, avec ça, on tape à côté. Bon, déjà, faut vraiment le faire exprès pour penser qu'un chien qui court tous les jours dans la forêt serait malheureux, contraint ou maltraité. Ça fait partie de leurs besoins primaires, notamment sur les races qui sont utilisées lors des chasses à courre. Donc, nos chiens vivent dans nos chenilles, parfaitement adaptés à leur confort en permanence. Vous pouvez voir qu'ils sont parfaitement autour de moi, très proches de l'homme, donc très sociables, pas du tout agressifs comme certains de nos détraqueurs veulent le faire croire. Ici à l'image de ces deux chiens là, des chiots de 2 ans, parfaitement gentils, parfaitement très proches de l'homme. Ils sont sortis très régulièrement en cours des bas afin de se dépenser, de se défouler pendant l'intersaison. Et ils sont nourris donc très régulièrement, les chiens est lavé tous les jours. Voilà, donc ça répond à des normes de sécurité et d'hygiène très strictes que nous respectons tous à la perfection. Ça permet d'avoir des chiens très proches de soi, très proches de l'homme, très câlins, très affectifs. Et d'avoir donc des chiens à la chasse très performants. Parce que quand on les aime beaucoup, ils nous le rendent aussi énormément. Donc ça donne un lot de chiens, comme vous l'avez ici autour de moi, très proche de nous et très performant à la chasse. Donc c'est ce que nous cherchons au quotidien. Perso, les seuls chiens de chasse que j'ai vu maltraités, c'est quand il s'agissait de militants qui viennent littéralement les empoisonner ou les asperger de produits inflammables. Mais bon, eux ça va, ils sont du bon côté, ils servent carrément de source pour rédiger des articles quoi. Ou encore d'événements beaucoup plus tragiques, comme l'espèce de tribu qui avait abattu de sang-froid 7 chiens de chasse. Non seulement ça n'a pas beaucoup été souligné, mais j'ai également vu beaucoup de grands défenseurs de la nature soit être muets, soit justifier, voire se réjouir de ce genre d'événement. Je pense que les chiens sont infiniment plus heureux et en sécurité dans ces chenilles, où ils sortent tous les jours dans la forêt pour être promenés, plutôt qu'entre les mains de certains soi-disant défenseurs de la cause animale, ou des associations qui attaquent la chasse sous le flanc, qui feraient sans doute mieux de se soucier de comment sont traités les animaux dans leur propre refuge. Bon, pour tout résumer, ce point sur la vénerie était crucial à souligner. Il sert facilement des défouloirs avec des arguments mêlant lutte sociale et cruauté animale, mais il suffit de se pencher sur le sujet, faire un minimum preuve d'honnêteté, et même d'aller les rencontrer pour voir que ces arguments sont complètement mensongers. Et d'ailleurs, je te vois venir, ça sert à rien de brandir les vidéos qui circulent où on voit les veneurs faire n'importe quoi, pour ensuite tout foutre dans un panier et faire de grandes généralités. Malgré des effectifs en hausse, on dénonce par saison une trentaine d'incidents et non pas d'accidents sur ces 5 dernières années. C'est-à-dire que ça va des tocards qui viennent chasser dans les jardins, à des promeneuses simplement effrayées d'entendre des meutes de chiens au loin. Donc quand des blaireaux bravent les règles et font n'importe quoi, il faut sanctionner. Par contre, concernant les animaux sauvages qui atterrissent dans les jardins, c'est là aussi qu'ils auraient atterri s'ils étaient poursuivis par une meute de loups avec les crocs qui vont jusqu'en bas. C'est pas la chasse qui les fait traverser les routes ou atterrir dans les pavillons. Si le loup était réintroduit, c'est exactement le même résultat qui se passerait. Et oui, vu que dans la nature, pendant des siècles, il n'y a jamais eu de départemental au milieu des forêts, ni de pavillon avec le gazon tout tendu. Les animaux fuient où ils peuvent. Bon, mais on va finir par plier, on s'est attaqué à pas mal de sujets. Ah si, putain, il en reste un bon, qui illustre pour moi à lui tout seul un certain mal dans nos sociétés modernes, en surpoids de confort d'instantané, et qui se demande finalement, avec toutes les ressources dont on a à disposition, pourquoi chasser? Les chasseurs sont dans le déni, ils n'osent pas tellement avouer qu'ils aiment tuer les animaux, donc ils inventent tout un tas d'arguments qui sont en général la régulation, la nécessité de gérer la nature. De nos jours, c'est plus de 8 millions de tonnes de nourriture qui est gaspillée en France. De quoi nourrir un paquet d'êtres humains dans le besoin ou fournir une vidéo de Nico Avocado. Les rayons sont pleins et il suffit de braver 10 minutes de voiture pour avoir accès à la nourriture du monde entier, déjà découpée, emballée, pesée, il n'y a plus qu'à enfourner. Bref, dans notre société de surconsommation, même si pour beaucoup les fins de mois sont compliquées et qu'on se fait tabasser le porte-monnaie de plus ou moins tous les côtés, on n'a plus le besoin absolu de chasser pour manger
à notre fin. Pourquoi aller tuer un animal de sang-froid dans la forêt alors que des industriels comme Charal proposent des lots de 10 steaks hachés avec une promo sur les 2 derniers? Bon, d'abord, quels sont les intérêts à manger de la viande de gibier? Déjà, niveau purement nutritionnel. Alors, il faut pas que les vaches lâchent trop de caisses et où tu vas bientôt chronométrer ton temps de douche. Tout ça, bien sûr, pendant que les grands industriels pourrissent nos sols et pendant que tes politiques préférés font leurs courses en jet privé. Bah, disons que de manger de la viande sauvage, locale, élevée en plein air, ne nécessitant aucun transport ni stockage en entrepôt, niveau bilan carbone, je pense qu'on est à peu près proche de 0. Sans compter les qualités purement nutritionnelles comme les nombreux minéraux, la protéine que tu y retrouves dedans, et même le fait qu'il s'agit d'une viande assez maigre, beaucoup plus que le porc par exemple. Bon, par contre, on fait pas l'idiot, il s'agit d'une viande sauvage. Donc il faut absolument s'assurer qu'elle ne soit pas porteuse de quoi que ce soit. D'ailleurs, pour les repas de chasse organisés, la bestiole doit obligatoirement avoir été testée. Mais par-dessus tout, le cœur de la consommation de la viande de gibier se trouve dans le symbole, l'aspect philosophique. Chasser, c'est la fracture totale avec le monde ultra consommateur d'aujourd'hui. Tu manges un gibier que tu as allé chercher, tu as marché, tu as observé, suivi, senti, appris, et tu as toi-même initié l'acte de tuer, transformer, pour ensuite le manger. Là-dedans, il y a une dimension noble, mais surtout responsabilisante. Personne ne fait le boulot à ta place. Tu es responsable de ta nourriture, au même titre que de manger des tomates de ton jardin. Et c'est également un beau majeur tendu à tous les industriels qui brassent des millions, voire des milliards, en pratiquant des politiques de production et d'achat complètement misérables, et qui sont destructrices tant pour l'animal, les producteurs qui sont rémunérés une misère, et pour le consommateur qui aura sa viande gorgée d'eau qui paiera beaucoup trop cher. Tu choisis, en privilégiant la chasse, de ne pas remettre une pièce dans cette machine. Et je reviens sur le côté responsabilisant de l'acte, car pas question d'y faire abstraction, tu es aussi responsable de la mort. De nos jours, la mort est complètement cachée derrière des emballages sous vide et de belles étiquettes blanches. On ne se soucie même plus de ce que c'est. Tant que la marque nous dit steak haché, on s'en fout s'il s'agit d'une généreuse part de boucher ou d'une viande issue d'un élevage des pays qui écrivent à l'envers, sans parler de celle qu'on trouve dans des burgers vendus même pas 5 €. Et c'est là où je comprends pas et que je décèle une petite part d'hypocrisie, c'est chez ces gens qui mangent de la viande, comme 98% des Français, mais que l'on retrouve en première ligne pour dénoncer la cruauté de la chasse. Alors je te le redis encore une fois, mais ton bucket KFC là, il a pas poussé sous serre. Et je veux même pas te raconter comment les poussins ont été élevés sans voir la lumière du jour, pour ensuite se faire broyer afin que tu puisses les manger, pour tout de même finir par camoufler le goût avec des dizaines de sauces, vu que le peu de palais qui te reste arrive encore à déceler quand tu t'apprêtes à ingurgiter de la pure merde. La chasse, c'est savoir voir la mort en face, la même qui est cachée quand t'ouvres une barquette fleury-michon. Le chasseur est souvent dépeint comme un sadique qui aime tuer, un psychopathe en puissance qui sort le dimanche pour le plaisir de voir une palombe battre de l'aile. Mais non, pas du tout, elle est là toute la nuance. Le chasseur ne raffole pas de la mort, mais contrairement aux autres, il l'assume. Elle fait partie du processus naturel qui lui permet de manger tout simplement. Je le redis encore une fois, mais la viande elle pousse pas aux premières pluies du printemps. Il a fallu qu'un animal naisse, grandisse, puis meure. Oui, ça paraît cruel dit comme ça, et bien justement, c'est là où je voulais t'amener. Si les gens sont aussi virulents sur la chasse et qui ressentent cette espèce de dégoût qui traduit ensuite en mépris total, c'est tout simplement car ils ne sont pas prêts. Ils désignent la chasse comme arriérée, mais précisément car on baigne dans cette époque moderne où tout a un filtre rose. La nourriture n'a plus de terreau, plus de terroir, plus de terrier, elle est directement entreposée dans les rayons de nos supermarchés. Il est dorénavant inconcevable d'imaginer la violence dans notre quotidien. Et on le remarque assez vite quand on voit toutes les polémiques où tout le monde s'offusque pour un mot de travers ou une blague à la télé. La chasse réveille chez beaucoup une sensibilité démesurée, encore une fois fabriquée par nos sociétés, qui peut virer parfois à l'anthropomorphisme, qui est le fait d'attribuer des caractères humains aux animaux. Le manque de contact avec la nature nous fait imaginer que ces fameux animaux vivent en harmonie totale dans la forêt, une harmonie qui serait brisée par des types en gilet orange. Mais comme on l'a vu plein de fois ici, la nature elle est hard. Le loup et le renard ils s'arrêtent pas à la borne de flunch pour commander. À la place ils pourchassent des petits lapins sur des kilomètres pour ensuite les manger pendant que les poumons gonflent encore. La chasse fait autant de remous car elle est une fracture totale avec la modernité. C'est la communion, voire la fusion avec la nature, avec laquelle le chasseur interagit et finit par prendre place, loin des embouteillages et des jobs dans des tours à 27 étages. Et pour conclure à merveille cette vidéo, le plus simple c'est de directement leur demander pourquoi ils prennent plaisir à chasser. Salut les gars, c'est Pierre de Lagrange. Alors aujourd'hui Mathis il m'a demandé de répondre à une question simple. Pourquoi je chasse ? Ou pourquoi je vais à la chasse? Ça, c'est vraiment une question qui est très difficile à répondre. Alors moi, je te retourne la question, pourquoi je chasserais pas, déjà? J'aurais jamais cru, il y a 20 ans de cela, me dire « Julien, un jour, tu seras chasseur ». Avoir des fusils à la maison, des cartouches, passer le permis de chasse, avoir des chiens. Tout ça, j'aurais jamais cru pouvoir le mettre en place et
et même pouvoir l'espérer. Donc c'est un mélange de rôle de prédateur, de réflexion, de symbiose avec la nature, parce que si vous n'analysez pas assez bien la nature et les animaux, vous n'arriverez jamais à vos fins. C'est un peu un instinct humain. Il n'y a rien de plus brut que de se retrouver seul face à la nature. Pas de téléphone, pas de bruit, pas les bagnoles qui klaxonnent, c'est juste toi dans la nature. C'est un lien brut que j'entretiens avec la nature. Aujourd'hui, 98% des Français mangent de la viande et ils sont complètement déconnectés du lien entre l'animal et ce qu'ils ont dans leur assiette. Chasser, c'est réapprendre d'où ça vient. Le fait d'essayer de déjouer les sens des animaux qui vont tout faire pour vous éviter, ce qui est logique, un réflexe de survie, que ce soit des chevreuils, des sangliers, des oiseaux. J'avais tonton qui chassait, et puis tonton il avait une palombière, et donc tu te retrouves un jour, un matin, avec tes grosses chaussettes de préparé, tes premières tenues de camouflage, et puis tu vas au froid, et puis tu finis dans une palombière, et puis tu finis comme je suis aujourd'hui, à la tête d'une palombière, et puis d'essayer toujours d'attraper des oiseaux. Pas juste tirer un animal ou le tuer, c'est chercher des traces, jouer sur ses compétences pour trouver, traquer, et surtout arriver à un résultat. Regarde le monde dans lequel on vit, tout est pré-mâché, tu peux tout avoir en un clic. Tout est facile. Dès que ça arrive pas à l'heure, mais à la minute près, on se fout à gueuler. La chasse, c'est pour casser tout ça. Je tue un animal, je suis tellement content parce que je sais que derrière, je vais avoir un super repas. Et ça, sans déconner, c'est vraiment non négligeable. Avec un animal qui est sauvage, qui est sain, on peut pas faire plus bio que ça. Et puis à la viande, parce que on est gaillard, on est du sud-ouest, c'est pas pour rien. C'est pas un truc qui arrive sous plastique, qu'un mec en blouse blanche il t'a mis, tu peux pas y aller avec une carte bleue. C'est une viande que tu dois mériter. Si tu veux la manger, il n'y a pas 36 solutions. Faut la traquer, faut la tuer, faut la vider, faut se salir les mains. Il faut être respectueux de ce qu'on t'a donné. Toutes ces étapes, ça fera que tu respecteras forcément ce qu'il y a dans ton assiette et t'apprécieras ce qu'on t'a donné. Faut se lever tôt, marcher longtemps, attendre, accepter l'échec. Chasser, c'est ralentir. C'est apprendre à redevenir patient. Et j'y trouve toujours autant de plaisir à faire venir des gens à la chasse. D'ailleurs, tout le monde devrait un jour, par obligation presque, aller à la chasse et la découvrir, tu vois. Aller à une chasse à courre, aller à une chasse aux pentes, aller à une battue. On découvre des choses. Il existe encore ce frisson ancestral qu'il y a au fond des tripes. Parce que la chasse, c'est pas un loisir, contrairement à ce que les anti-chasses veulent absolument faire penser au public. C'est un truc qui vient de l'intérieur, c'est un truc qui vous bouffe tout entier. La chasse, c'est mon identité. Moi, j'ai convié beaucoup de gens qui sont ressortis de la cabane et m'ont dit, mais alors, je pensais pas que ça se passait comme ça, et deux, vous êtes des gros tarés, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants au milieu de la forêt, dans votre cabane, dans votre monde, et vous essayez là d'attraper des oiseaux, quoi. C'est un truc que nos ancêtres ils faisaient il y a des milliers d'années. Et en fait, ça garde une connexion avec tout cet esprit-là. Ça me parlait de l'après-chasse, on se retrouve avec les copains pour boire un coup. J'ai bien dit après la chasse. Parce que je sais pas si j'étais assez clair. Mais enfin, c'est comme ça. Fait voilà, il y aurait tant à dire et à écrire, mais j'ai plus le temps. Bon les gars, on a terminé, je pense qu'on s'est fait un beau tour du sujet. On récapitule. Les chasseurs tirent à vue en tirant sur des animaux parfois protégés. C'est faux. La chasse est soumise à des quotas précis, voire des plans de chasse pour certaines espèces, afin de préserver le renouvellement des populations, ainsi que des forêts. Et il est bien sûr interdit de tirer sur des espèces protégées. Les chasseurs fabriquent le gibier. Faux, encore une fois. Les lâchers de sangliers sont des histoires fantasmées, où les exemples sont pris sur des braconniers, tout simplement car les dégâts causés par le grand gibier sont à la charge des chasseurs eux-mêmes. Et les fameux lâchers pour le petit gibier est là pour repeupler les forêts, touchées par des aléas comme la pollution, la prédation et l'urbanisation des forêts, et non pas pour servir de cible immédiate pour les prochaines sorties. La chasse, c'est dangereux pour les promeneurs. C'est encore faux. Les accidents sont en chute libre, concernent principalement les chasseurs eux-mêmes. L'accent pendant tout le permis de chasser est mis sur la sécurité et on fait bien mieux que nos voisins européens alors qu'on est plus nombreux. La chasse, c'est ce qui pollue les forêts. Encore une fois, de gros efforts sont appliqués, on a retiré les tirs au plomb autour des zones humides, les chasseurs entreprennent de véritables actions qui aident l'environnement et ce qui pollue les forêts sont davantage des produits chimiques déversés ou les déchets plastiques provenant des industriels ou des pique-niques. La chasse à courre, bourgeois, cruelle où les chiens sont maltraités, c'est toujours faux. C'est une chasse basée sur l'instinct du chien et de la proie, où celle-ci a 3 chances sur 4 de s'en sortir, qui est pratiquée en grande partie par des classes populaires et à pied, et où les chiens en chenille, les promeneurs en forêt sont les plus heureux et très loin d'être maltraités. Et enfin, il est inutile de chasser dans un monde qui baigne dans la modernité, ça on vient tout juste d'en parler. Si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement par agacement de voir les mêmes idées reçues qui circulent, dans les médias jusqu'aux pages Facebook, et qui viennent complètement contaminer les esprits, peut-être même le tien.
soutien. Je veux que face aux reportages biaisés, aux articles relayés en boucle et sur les pages qui surfent sur la méconnaissance de beaucoup de gens, tous les défenseurs de la ruralité, de nos traditions et de ce loisir pratiqué par 1 million de Français puissent avoir les armes pour détruire en quelques mots les absurdités déblatérées. Alors si t'es allé jusqu'ici, ta mission ne s'arrête pas là. Elle commence même en quelque sorte. Ces arguments, ces chiffres, ces faits doivent à présent circuler dans un paysage connecté où l'on n'entend pourtant qu'un seul côté. Commentez les posts et les articles mensongers. Répondez aux commentaires condescendants. Sans faire les animaux bien sûr, mais avec de vrais arguments pour que dès maintenant on arrête la propagation du feu et qu'on fasse cesser les nombreuses idées reçues sur la chasse et les chasseurs. Et peut-être que tu m'as trouvé un peu virulent et tranchant, tu t'es même peut-être senti visé parfois. Alors déjà de 1, ben dommage, c'est le style de la maison. Mais bien sûr ne t'en fais pas, je n'en veux à personne pour les opinions qu'il aurait, même sur la chasse. Là où je suis déjà beaucoup plus incisif, c'est sur les médias et les personnalités avec une réelle portée, qui salissent l'image de cette pratique avec des arguments mensongers, qui sont ensuite repris en boucle et qui deviennent tout simplement des banalités. Toute leur vie enfermée, ils ne sortent que pour aller chasser. C'est important les trompes de chasse et les costumes, c'est tout le folklore. Il faut que ça soit joli à voir et écouter, c'est ça la chasse à court, le prestige. C'est très facile de jouer sur la corde sensible des gens, surtout quand on touche à la mort, dont on tente à tout prix de nous préserver dans notre société moderne. Et le pire c'est que ça marche très bien. Avec une partie des gens qui s'offusquent à peu près de tout, on pourrait même fermer la boucle avec le sketch des inconnus sur la chasse, qui seraient aujourd'hui incapables de se produire sur scène et de diffuser leur sketch, sous peine de défrayer les chroniqueurs et les experts de Twitter. Cette haine de cette pratique est donc le résultat de cette sursensibilité et d'une désinformation constante, et autant il est difficile de jouer sur le premier tableau, mais on peut complètement renverser la table en attaquant le deuxième point. Les insultes, les remarques méprisantes, les journalistes condescendants et leurs articles mensongers ne pèsent rien face aux faits. Et si même en étant contre, t'as tenu jusqu'ici, le but c'était pas de te transformer en chasseur, mais au moins que t'enlèves de ta tête la caricature de celui-ci avec le nez rouge et qui tire sur tout ce qui bouge, que tu comprennes que ce sont de réels passionnés, que c'est une pratique très encadrée où on ne fait pas n'importe quoi, sous peine bien sûr de sanctions et de très mauvaise presse, en particulier auprès des chasseurs eux-mêmes. Tu trouveras bien sûr toujours des points noirs à l'activité, des choses qui ne te plaisent pas, mais bon, même au ping-pong et à la pétanque, il y a des scandales, aucun milieu n'est parfait. Donc voilà, cette vidéo était là pour remettre l'église au centre du village et de mettre à mal cette désinformation perpétuelle provenant souvent de gars subventionnés qui cachent en réalité la haine d'une pratique à laquelle ils ne prennent même pas la peine de s'y intéresser. Et ça a permis également de lever des zones d'ombre et de mettre une grosse part de nuance chez ceux qui se sont laissés convaincre par l'autre côté. Un grand merci à tous les types qui ont participé à la vidéo, un gros clin d'œil à Richard sur Terre qui m'a aidé dans l'écriture. Sa chaîne est une véritable mine d'or, elle te permettra d'aller plus loin que cette vidéo, elle sera bien sûr en description. Et surtout, un grand merci à tous les vaillants qui sont allés jusqu'au bout, c'était un joli morceau et vous avez tenu jusque là, c'est génial. Maintenant, à vous de l'utiliser à bon escient. Voilà les gars, ben moi j'ai terminé. Je vais quand même continuer à charrer 2 minutes histoire de te parler promo et ce qui va se passer le reste de l'année. Donc si tu veux te barrer parce que t'en as rien à branler, ben tu peux y aller franchement, je t'en voudrais même pas. Bon du coup, si t'étais pas au courant, je fais des vidéos courtes sur le terroir et la ruralité. T'en auras 2 à 3 par semaine sur Instagram et TikTok. C'est des contenus exclusifs bien sûr, pas des extraits de vidéos plus longues. Je tiens vraiment à ce que les contenus là-bas soient inédits. Je remets bien sûr un petit coup à la chaîne de Richard sur Terre, tu l'as en description et je t'aurais mis également d'autres comptes de chasse. Autre annonce aussi, mais je vais lancer des lives. Peut-être au moment où t'écoutes, ils auront déjà commencé. Mais bon, à l'heure où je te parle, j'ai rien branlé, j'ai même pas le nom de la chaîne encore. Mais le temps que je monte et que je fasse tout le reste, t'auras sûrement le lien de la chaîne Twitch en description. L'objectif ce sera de discuter, de réagir à des trucs en direct et surtout que tous les dons sont reversés à des associations rurales. Et pour finir, si tu veux me soutenir et me permettre de continuer à faire des vidéos aussi costauds que ce sujet, t'as tout simplement le site Retour aux sources. Tu vas apprendre à maîtriser des savoir-faire 100% français. Le site s'affiche juste là, de toute façon, tu l'auras dans la bio. Et pendant toute la semaine de la sortie de cette vidéo, je te fais une grosse promo. Du contenu avec des types de 2 mètres risque d'arriver. Allez, va, je te laisse, j'ai assez de charré. On se retrouve, je sais pas quand, ça dépend du prochain sujet. Lave-toi bien les dents, défends notre terroir et nos savoir-faire d'antan. Et moi, je te dis, ben, à la prochaine, quoi.